Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Où j'en étais? Oui, voilà. Donc, le droit international, donc c'est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent dans une société. Mais la société internationale, c'est une société qui est particulière en réalité. C'est-à-dire qu'elle elle ne concerne en principe que les relations entre nations, donc du nom international, c'est logique. Par opposition aux relations entre individus, ça c'est le droit privé, et entre individus et État, c'est le droit public. Et vous allez voir pourquoi ça pose des problèmes. Euh, donc ensuite, le droit international est international soit par son objet, soit par sa source. Donc par son objet, ça veut dire que la matière qu'il traite est internationale. Ça veut dire que ça relève de plusieurs États. C'est le cas par exemple du droit international privé. Je vais le définir rapidement. Le droit international privé, ça règle les rapports entre les personnes privées, physiques ou morales, qui représentent un élément d'extranéité par rapport à un ordre juridique. Un élément d'extranéité, ça veut dire que par rapport à l'ordre dans lequel vous vous placez, donc par exemple par rapport à la France, il va y avoir quelque chose qui est étranger. Donc par exemple, si un Français se marie avec un Péruvien, bah, l'élément d'extranéité, il est là. Donc ça, c'est entre personnes privées, donc on comprend pourquoi l'objet est international, puisque ça régit des situations entre nationalités différentes. Mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Le droit international, il peut être donc international par son objet ou par sa source. Par sa source, ça veut dire que la norme qui va édicter le droit, qui va le décrire, l'écrire, est internationale. Donc l'exemple qui vient à l'esprit, c'est le traité, parce que le traité, ben, ça nécessite deux États, sinon c'est pas un traité. Donc forcément, c'est international, il y a plusieurs nations. Donc on comprend que le droit international, il a des particularités qui le distinguent du droit interne. Et donc il y a un certain nombre de professeurs qui considèrent que c'est pas vraiment un droit. Mais la plupart sont assez nuancés. Par exemple, je prends l'exemple du professeur Michel Virali. Il dit cette phrase, il dit le droit international, c'est un droit différent, beaucoup plus que primitif. Donc les particularités, donc ce qui fait la différence du droit international, c'est que le droit interne, il va être élaboré par un organe spécialisé, un législateur, et en principe, c'est un droit de commandement, c'est-à-dire que son respect est assuré par l'autorité publique, au besoin par la contrainte. Et dans l'ordre international, c'est un peu différent. D'abord parce qu'il n'y a aucune autorité législative qui est distincte en réalité des sujets de droit qui est constituée. C'est-à-dire que c'est les États qui font le droit eux-mêmes. C'est comme si nous, on est ici, ben on faisait du droit comme ça et qu'on prescrivait des normes. Ensuite, parce que l'intervention des juges en droit international est subordonnée au consentement de l'État en présence. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne peut pas poursuivre un État en droit international, on ne peut pas avoir un procès d'un État si l'État n'accepte pas la juridiction de la Cour. Alors que vous, si vous êtes, si un tribunal vous convoque, vous n'avez pas le choix, vous y allez, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, parce que dans l'ordre juridique interne, voilà, la justice privée reste exceptionnelle, tandis que dans l'ordre juridique international, la sanction des faits internationalement illicites prend rarement la forme d'une réaction sociale organisée. C'est-à-dire que dans l'état actuel du droit international, chaque État estime son droit, s'il est cohérent ou pas avec le droit international, s'il viole le droit international ou pas. Donc c'est vraiment une appréciation qu'il fait lui-même. On ne va pas trop s'étendre sur le droit international public parce que c'est pas l'objet. Mais il faut retenir au moins deux choses pour la matière qui nous intéresse. C'est que le droit international il est fait par les États et que originellement l'État c'était le seul sujet de droit international. C'est-à-dire que c'est le seul qui va pouvoir rester en justice et c'est le seul qui va pouvoir être jugé, etc. Donc dans la vision traditionnelle du droit international public, l'individu il n'existe pas en réalité. Il n'existe que par rapport à l'État, c'est-à-dire que vous allez avoir un ordre juridique avec les États, et puis chaque État va déterminer à son niveau ses relations avec les individus. Et ça pose problème, ça peut poser des problématiques par rapport à la notion de droit de l'homme, on va voir. La notion de droit de l'homme, je vais l'expliquer rapidement. Je vais pas vraiment le temps d'expliquer philosophiquement d'où ça vient, mais simplement le concept qu'on connaît aujourd'hui, c'est un concept qui vient des Lumières. La vision qu'on a de la modernité est celle de la dualité entre un état de nature et un état social. Mais ce qui est important de comprendre ici,
c'est que du coup, on a un primat de l'individu. En fait, dans l'état de nature, c'est d'abord l'individu et ensuite la société. Donc, ça veut dire que l'individu, il a des droits en tant que tel. Et donc, c'est avec cette idée-là, c'est avec cette idée-là aux Lumières que naît le concept de droit de l'homme moderne. On pense par exemple à la phrase de Rousseau dans le contrat social qui dit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Ça, c'est l'idée du contrat social aussi, c'est que le contrat social, c'est pas que le Parlement, la volonté générale, etc. C'est aussi l'idée que l'homme a des droits inaliénables du seul fait qu'il est homme. Et on va avoir les premières définitions, par exemple, à la même époque, par Voltaire. Voltaire, dans le dictionnaire de la philosophie, il va écrire les droits de l'homme sont liberté entière de sa personne, de ses biens, de parler à la nation par l'organe de sa plume, de ne pouvoir être jugé en matière criminelle que par un jury formé d'hommes indépendants, de ne pouvoir être jugé en aucun cas que suivant les termes précis de la loi, de professer la paix en quelque région qu'on le veuille. La citation de Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Pardon. Voilà. Donc, en fait, l'idée des... Ouais. L'idée des Lumières, en fait, c'est que l'homme a une dignité particulière. C'est le début du moment où on a commencé à penser que l'homme était un peu supérieur à la nature et qu'on a commencé à penser l'ensemble du monde par rapport à l'homme. Et cette idée de dignité particulière, c'est Kant qui le dit. Il dit l'être humain est infiniment au-dessus de tout prix. Ce qui veut dire que l'humain doit toujours être considéré comme une fin et pas comme un moyen. Et si on ne peut pas considérer l'humain comme un moyen, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire subir un certain nombre de pratiques, on ne peut pas lui faire subir des sévices, etc. Et qu'il a des droits en réalité en tant que tel. Dans l'histoire, dans le droit positif, les premiers à avoir consacré ce genre de droit, c'est les Anglais. On a tendance à penser en France qu'on est le pays des droits de l'homme et qu'on est les premiers à avoir tout fait, mais pas vraiment en réalité. Les Anglais, dès 1215, ils ont commencé, mais la première étape importante, c'est ce qu'on appelle l'Habeas Corpus Act en 1679. C'est une loi qui a garanti la sûreté, c'est-à-dire qui a prémuni contre les arrestations arbitraires. C'est-à-dire que toute personne qui va être enfermée dans une prison, elle va devoir être jugée avant d'être enfermée. Elle ne pourra pas être enfermée sur simple demande de l'administration. Alors qu'à la même époque, en France, et pendant un siècle encore, on a un système qui s'appelle le système des lettres de cachet, par lequel le roi va déterminer, va dire que telle personne va aller en prison. Ensuite, on a le Bill of Rights en 1688 qui offre une série de droits. J'insiste sur la sûreté parce que oui, c'est le début de la présomption d'innocence, effectivement. Parce que oui, si ça veut dire que vous ne pouvez pas être jugé sur simple accusation. Enfin, vous ne pouvez pas être enfermé, pardon, sur simple accusation. Donc, oui, c'est ça. C'est important parce que de dire que la sûreté, c'est le premier des droits, que ce soit dans la Révolution française ou dans la Révolution anglaise, c'est une des premières choses qu'on a fait, c'est de proclamer la sûreté, c'est-à-dire l'interdiction des détentions arbitraires. C'est pas pour rien qu'on connaît tous la Bastille, d'ailleurs, c'est parce qu'on a fait un symbole, c'est parce que c'est là qu'on enfermait les gens qui étaient enfermés sur l'aide de cachet, justement. Et je dis ça à dessein, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a un certain nombre de politiciens qui vont justifier des décisions liberticides en disant la sécurité, c'est la première des libertés, notamment dans le cadre des projets de loi d'état d'urgence. Et en réalité, ce genre de discours, ça permet de dire, comme la sécurité, c'est la première des libertés, on peut prendre un certain nombre de décisions liberticides, comme par exemple des attestations à résidence ou des détentions provisoires sur le fondement de, soi-disant, sur le fondement de la sécurité. Donc des décisions qui sont contraires en fait à la sûreté, alors qu'en principe, si on regarde historiquement, c'est la sûreté la première des libertés, c'est pas du tout la sécurité. Voilà, petit aparté. Ensuite, de la deuxième phase, c'est toujours pas la France, c'est la Révolution américaine avec la Déclaration d'indépendance en 1776 et surtout la Constitution fédérale en 1787. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Est-ce qu'il vous a expliqué comment ils ont adopté la Constitution, Paul Langlois-Deschamps, si quelqu'un était à son cours?
prendre ça pour un nom. Bon, pour le dire simplement, ils ont adopté le texte de la Constitution, et la Constitution contenait aucune disposition relative aux droits de l'homme, et ensuite ils ont adopté 10 amendements, c'est-à-dire des dispositions qui vont compléter la Constitution, et dans ces 10 amendements, c'est des droits en fait, notamment le droit d'avoir une arme, on connaît. Il y a aussi la liberté, le libre exercice de la religion, la liberté de la presse, la liberté d'association, etc. Et enfin, on a le texte référence, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a plusieurs raisons en fait pour lesquelles c'est un texte référence. Déjà parce que pour nous c'est un texte français, donc on a l'impression que les droits de l'homme c'est né en France à la Révolution. Mais c'est surtout en fait parce que la DDHC en réalité c'est vraiment la déclaration la plus connue, c'est pas que parce qu'on est français qu'on pense ça. C'est la plus connue à travers le monde et c'est la plus traduite aussi. Ce qui fait qu'elle a du succès, c'est que la DDHC elle a une vocation universelle. C'est-à-dire qu'elle s'adresse formellement, elle s'adresse pas qu'aux Français, elle s'adresse à tous les hommes. Et je dis hommes, pas femmes, parce qu'elle s'adresse qu'aux hommes en France. Ce qui est une nouveauté par rapport aux autres déclarations, et c'est pour ça que le texte en fait a marqué, qu'il est souvent cité comme une prémisse du droit international des droits de l'homme, parce que c'est le premier texte qui vient reconnaître des droits qui sont inhérents à la personne humaine, donc qui ne sont pas situés par le fait qu'ils sont anglais, russes, ou que sais-je. Et vous allez voir du coup que le droit international des droits de l'homme a une grande prétention à l'universalité aussi. Donc là, on a fait un bref rappel historique et un micro-rappel philosophique. Je fais juste une petite parenthèse pour souligner deux choses. La première, c'est qu'on parle de droits de l'homme. C'est pas les droits de l'homme avec un grand H pour dire humain. C'est les mâles de l'espèce humaine à l'époque. C'est quand Rousseau dit l'homme est né libre, il parle pas de la femme. La femme n'est pas dans leur paradigme. Donc il y a un problème, et quand on a rajouté un H majuscule en langue française pour dire maintenant c'est les droits de tous les hommes, on a universalisé quelque chose qui au principe était pensé de manière assez sexiste. Voilà. Donc il y a une certaine partie de la doctrine qui revendique qu'on parle de droits humains notamment, plutôt que de droits de l'homme, ce que je trouverais mieux personnellement. La deuxième remarque, c'est que contrairement à ce qu'on peut affirmer à l'école notamment, on a tendance à avoir une représentation de la Révolution française comme le passage d'un ordre, d'un complet arbitraire à d'un coup les Lumières, les libertés, les droits de l'homme, etc. Alors qu'en réalité, la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme, pardon, a été assez critiquée en fait à sa mise en œuvre, principalement pour son caractère universel. Et elle a notamment reçu des critiques de courants assez différents. Par exemple, il y a un contre-révolutionnaire français qui s'appelle Joseph de Maistre, donc qui est un conservateur, qui a dit il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. Donc c'est pour dire voilà, l'universalisme, ça a un peu aucun sens. De considérer l'homme dans un idéalisme complet. Et de l'autre côté, on a une critique de Karl Marx, qui n'est pas très éloignée en réalité de la critique traditionnaliste, même si elle est pour des motifs très très différents. Lui dit les droits dits de l'homme ne sont souvent que les droits de la société bourgeoise, c'est-à-dire les droits de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la collectivité. Donc voilà, c'est un peu la même critique de dire que ça n'a un peu aucun sens, et puis que c'est imposé en fait sous couvert d'universalisme, on va imposer en réalité l'idéal bourgeois, enfin ce qu'on appelle bourgeois. Donc pour terminer sur les droits de l'homme, selon la définition toujours du même dictionnaire, le Cornu, il définit les droits de l'homme en tant que tels inhérents à l'être humain, homme ou femme, ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain, dont le droit public s'attache à imposer à l'État le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle. Mais en réalité, on comprend qu'il y a quelque chose de problématique par rapport au droit international. C'est que d'un côté, on a les droits de l'homme qui font de l'homme, par essence, si je peux dire, un titulaire de droit, et de l'autre, on a un ordre juridique international qui, pendant très longtemps, n'a pas permis que les individus soient titulaires de droit. Donc il y a une espèce de contradiction. Les individus, à ce moment-là, c'est la chasse gardée de l'État, en quelque sorte. L'État fait ce qu'il veut de ses nationaux.
on avait eu des prémices au début du XXe siècle de protection des nationaux, mais on comprend bien qu'il y a une période au XXe siècle où il y a eu un moment où on s'est dit que l'État ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de ses nationaux, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que l'État allemand, l'État français aussi, ont la déportation, etc. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait encadrer l'État parce qu'il commettait en fait des atrocités contre ses propres citoyens. Donc il y a en fait cette volonté de protéger l'État contre lui-même, mais comment on peut rendre cette volonté effective en fait? On peut le faire en la transcrivant dans le droit international. Et la question qu'il se pose alors, c'est qui est en capacité de créer des normes de source internationale? Comme on l'a vu, c'est les États en fait. Et le paradoxe qui est là, c'est que les États, ils vont reconnaître en fait leur propre incapacité à s'autoréguler et ils vont du coup édicter un certain nombre de règles pour protéger les individus contre eux-mêmes. Et c'est en fait ça toute la singularité du droit international des droits de l'homme. C'est le paradoxe que décrit Laurence Burgog-Larsen, qui est professeur à la Sorbonne dans un ouvrage qui est sorti cette année, qui s'intitule Les trois cours régionales des droits de l'homme in context. Et le sous-titre, c'est La justice qui n'allait pas de soi. Elle dit, elle le formule avec un peu de style, c'est assez rare. Elle dit que c'est une justice singulière, celle qui a pris corps en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'est implantée sur le continent américain à la fin des années 1960 et a étreint le continent africain au début des années 1980 grâce à des instruments régionaux de protection des droits de l'homme. C'est une justice toute particulière. Et elle dit, à la souveraineté des États, elle oppose la majesté des droits. Créature des États, elle est faite pour corseter leur pouvoir et dompter leur autorité. Son destin existentiel consiste à protéger les individus contre la tentation de l'arbitraire et non, prima facie, à sauvegarder l'intérêt national. Je vais expliquer le paradoxe. Oui, le paradoxe, c'est que on a des droits les droits de l'homme, c'est des droits qui sont considérés comme inhérents à la personne humaine. Donc, c'est-à-dire que vous naissez, vous avez des droits, en fait. Sauf que l'ordre juridique international, c'est un ordre juridique qui est composé d'États. Et en fait, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, en fait, le seul sujet de droit de l'ordre juridique international, c'est l'État. Et donc, la seule chose que peut faire, la seule chose qui se passe dans l'ordre juridique international, c'est déterminer les droits et obligations des différents États. Donc, les individus, en fait, ils n'existent pas là-dedans, ils n'existent qu'à travers leur État. Donc, il y a un paradoxe entre le fait d'avoir d'un côté des individus qui sont censés être titulaires de droits par essence, et de l'autre côté, un ordre juridique international qui ne peut pas les prendre en compte. Je ne sais pas si c'est plus clair. Très bien. Alors maintenant, je vais juste revenir rapidement sur trois termes, pardon, parce que le droit international des droits de l'homme, on parle parfois de droit des libertés, de liberté fondamentale, etc. Donc, une liberté, c'est une sphère d'autonomie qu'on accorde à l'individu, dans laquelle l'État, la puissance publique ne peut pas intervenir. Par rapport, par exemple, la liberté de penser, c'est la plus facile. L'État ne peut pas intervenir dans votre liberté de penser. Le droit, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer, en revanche. Et on n'a aucune déclaration de droit, en réalité, qui proclame des libertés. On proclame toujours un droit à une liberté. Parce que sinon, on ne pourrait pas revendiquer cette espèce de sphère d'autonomie, si vous voulez. Après, soit on parle de droits de l'homme, donc c'est-à-dire des droits de l'homme qui sont propres à l'homme en tant qu'il est homme, c'est ce que je disais. Soit on parle de droits ou de liberté fondamentale. Une liberté fondamentale, c'est pas forcément inhérent à l'homme, ça veut dire que c'est une liberté qui va fonder l'ordre juridique. Ce qui a des avantages, c'est-à-dire que c'est un terme qui est plus juridique en réalité parce que ça va être au fondement de l'ordre juridique, ça veut dire que toutes les normes qui vont suivre, c'est des choses que vous allez mettre dans le préambule de la Constitution. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pyramide de Kelsen. Vous avez des espèces de normes au fondement de votre ordre juridique. Et en principe, du coup, toutes les lois, les règlements, etc., qui vont en découler, ils vont être obligés de les respecter puisque ça, c'est le fondement. Le côté désavantageux, c'est que comme c'est quelque chose de fondamental et que c'est pas rattaché à l'homme, ça peut être des droits qui peuvent avantager par exemple les entreprises. Ça peut être la liberté d'entreprendre, je sais pas.
ou le libre commerce. Ça peut être une liberté fondamentale si on veut. Alors que c'est pas forcément quelque chose qui va être avantageux pour les individus en réalité. Si on a fini avec le paradoxe, c'est pourquoi c'est un droit qui n'allait pas de soi. Maintenant, on va voir comment il s'est développé ce droit. On va étudier les sources du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire quels textes forment son corpus, qui a pris ces textes et quelle valeur ils ont. Comme on l'a vu, donc la première chose à voir, c'est que le droit international des droits de l'homme s'est développé via ce qu'on appelle la soft law. C'est une sorte de catégorie qui est intermédiaire entre le droit normatif et le néant. Voilà. Ça se traduit la soft law par droit souple ou droit mou. Droit mou, c'est pas très beau, on dit plutôt droit souple. C'est en fait une catégorie dont la juridicité est mise en cause, puisque en fait il n'y a pas de réelle contrainte. Je vais expliciter, il y a deux types de soft law. Il y a une soft law qui se rattache à l'instrument, c'est-à-dire que les droits de l'homme, ils vont souvent être proclamés dans un instrument non contraignant. Ça va être par exemple une déclaration de droit, une pétition de principe. Ça va pas être des traités ou des conventions qui sont des sources normatives, et donc à ce titre qui ont une force obligatoire. Souvent, ces textes-là, ils sont intitulés comme déclaration, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle je vais revenir. Ça peut être des résolutions, des chartes, etc. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Et à côté de ces instruments non contraignants, on va avoir des cas où les droits de l'homme vont être proclamés dans des textes qui vont avoir une force obligatoire, mais dont l'énoncé est peu normatif. C'est-à-dire que les normes ne vont fixer qu'un comportement un peu imprécis. Ça va être des lignes de conduite, surtout à tenir pour l'État. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a en droit, il y a une différence entre l'obligation de résultat et l'obligation de conduite. Non, l'obligation l'obligation de moyen, voilà. Une obligation de résultat, ça veut dire que vous allez être tenu d'arriver à un résultat donné, alors que par exemple, si je vous dis que vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un, le résultat c'est vous ne tuez personne. Alors que une obligation de moyens, ça veut dire que vous allez tout mettre en œuvre pour arriver au résultat. Je veux dire, il faut éradiquer la faim dans le monde, vous allez mettre tous vos moyens possibles pour éradiquer la faim dans le monde, mais probablement vous n'aurez pas la possibilité de le faire, donc on ne va pas vous imposer le résultat de le faire, mais simplement on va vous dire mettez tout en œuvre pour y arriver. Cette deuxième catégorie, en fait, cette distinction entre ces deux types d'obligations, c'est pas vraiment innocent, ça recoupe une distinction qui est faite entre deux catégories de droits, ce qu'on appelle les droits civils et politiques et les droits sociaux, économiques et culturels. Les droits civils et politiques, ça va être les droits assez traditionnels, disons. C'est le droit de vote, le droit le droit de propriété, par exemple. Alors que les droits économiques et sociaux, ça va être la liberté, le droit à l'éducation, par exemple, ou le droit à avoir un niveau de vie décent. Et en général, on va dire que les droits civils et politiques, c'est des droits qui sont qu'on doit garantir avec un résultat obligatoire, alors que on dit en général que les droits sociaux et économiques sont des droits qui nécessitent une mise en œuvre de la part de l'État, que l'État va le faire selon ses moyens, etc. Donc on a tendance à dire que du coup les droits économiques sont moins importants, sont moins juridiques que les droits politiques, ce que je trouve pas forcément très pertinent, parce que si vous n'avez pas un niveau de vie décent, qui est un droit économique et social, vous allez difficilement pouvoir profiter pleinement de votre droit de vote, qui est un droit civil. Et pareillement, en réalité, tous les droits nécessitent une mise en œuvre de la part de l'État. Par exemple, le droit de propriété, ça peut paraître vraiment un droit qui nécessite juste que l'État ne fasse rien. Mais en réalité, si l'État veut garantir le droit de propriété, il faut qu'il mette en place un cadastre, il faut qu'il mette en place de temps en temps des policiers pour aller
réguler s'il y a des risques d'atteinte à la propriété, etc. Donc en fait, tous les droits sont des droits qui ont besoin de l'État. Bon, tout ça pour dire la soft law. La soft law, on peut se demander du coup à quoi ça sert si c'est pas contraignant. Et on peut penser que ça sert à rien. Il y a un certain nombre de gens qui pensent ça d'ailleurs. C'est juste pour donner bonne conscience à l'État qui va proclamer des droits, mais c'est un peu plus que ça en réalité. En ce qui concerne la soft law qui se rapporte à l'instrument, en fait, le fait que l'État négocie autant pour l'adoption d'instruments, de tels instruments non contraignants, montre que ces instruments ils peuvent revêtir une certaine importance en réalité pour les États. C'est pas aussi important que les traités, mais en réalité, il ne faut pas oublier que les transformations, en général, elles ne proviennent pas forcément du droit. Et au-delà du droit international, il y a d'autres éléments qui interviennent, comme des politiques extérieures des États, les actions des ONG, les multinationales, etc. Et en général, la soft law, elle va être là pour donner un rôle de promotion. En fait, on va voir que les États ont négocié des instruments. Et dedans, il y a des droits qui vont être écrits. Et même si c'est pas réellement, comment dire, même si c'est pas réellement contraignant, on va dire que les États l'ont fait, donc ils vont avoir une sorte d'obligation un peu morale, si vous voulez, de respecter ça. Puis il y a des moments où ça peut être plus intéressant pour les ONG, etc., d'adopter des instruments non contraignants, en sachant que ça va inciter les États à venir participer, parce que du coup c'est pas contraignant, mais à terme ça peut les aider à revendiquer un certain nombre de droits. Du coup ça c'était le problème de la normativité, et maintenant on va recenser les sources. Il y a deux types de sources en droit international et droits de l'homme. Il y a des sources universelles et des sources régionales. Donc, je suis désolé, hein, c'est cette partie un peu descriptive, mais ça suffit bientôt. Donc, les sources universelles, ça va être dans le cadre de l'ONU au départ. Ça va commencer par la charte de l'ONU. La charte de l'ONU, elle proclame pas de droits de l'homme en tant que tel en réalité. Mais ça va être le point de départ de la promotion des droits de l'homme dans le cadre de l'ONU, puisque c'est la Charte des Nations Unies qui a introduit l'idée de la protection des droits de l'homme. À l'article 1, elle dit que les objectifs de l'ONU, c'est la promotion des droits de l'homme, etc. Il s'agit principalement de formules assez vagues. Il faut agir dans le domaine des droits de l'homme, etc. Mais ça va aboutir à un certain nombre de choses. Et puis la deuxième chose que fait la Charte de l'ONU, c'est qu'elle confie la mission de protection des droits de l'homme à des organes, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la charte avait institué un organisme qui s'appelle le Conseil économique et social. Et ce conseil, en 1946, il a institué la Commission des droits de l'homme. En fait, la Commission des droits de l'homme, c'est celle qui a élaboré le projet qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et en fait, ça, c'est le premier grand texte de proclamation des droits de l'homme adopté au plan universel. Donc, ce texte, on voit que ce n'est pas un traité, c'est juste une résolution de l'Assemblée générale de la Commission. Donc, c'est de la soft law, c'est pas obligatoire, mais pourtant, ça a eu un grand effet. Ce texte, il n'a pas été adopté à l'unanimité. À l'époque, il y avait 56 États membres à l'ONU. Il y a eu 48 États qui ont voté pour, et puis il y a eu 8 abstentions, donc, notamment l'Arabie Saoudite, parce que les droits de l'homme, c'est un peu compliqué. L'Afrique du Sud, parce qu'il y avait l'apartheid. Et puis l'URSS, qui était accompagné de certains de ces États satellites. C'est un peu étonnant en fait que l'URSS se soit abstenu, parce que ils avaient négocié en fait la déclaration avait été négociée pour aller à la fois pour les pays capitalistes et à la fois pour les pays communistes. Par exemple, le droit de propriété, c'était un droit de propriété qui était à la fois un droit de propriété individuel, donc capitaliste, et un droit de propriété collectif, donc qui allait pour les pays communistes, ce qui fait qu'en fait le droit de propriété voulait rien dire, mais qui était en principe fait pour aller à tout le monde. Mais toujours est-il que du coup c'était un peu un contexte de tension, c'est le début de la guerre froide, etc. Donc on a préféré adopter une vision, enfin un texte de soft law plutôt que d'adopter quelque chose, d'essayer de négocier un traité
en sortie de Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté l'URSS, de l'autre côté les États-Unis, c'était un peu voué à l'échec. Mais pourtant, la DUDH, c'est pas une vision complètement naïve et angélique des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'elle protège pas des droits absolus. Elle prend en compte la possibilité pour les États de les limiter. Voilà. Donc c'est l'un des principaux juristes qui a participé à cette déclaration, c'est un Français qui s'appelle René Cassin. Voilà, si vous voulez regarder. Néanmoins, la commission elle a continué à travailler et ça a permis en 1966 d'aboutir à 2 traités, 2 pactes qu'on appelle le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, c'est des traités, donc c'est des choses qui ont été contraignants. Mais on a adopté 2 traités distincts, donc pour toujours la même raison de la guerre froide en réalité, c'est que les pays du bloc soviétique voulaient mettre l'accent sur les droits collectifs, sur les droits économiques, sociaux et culturels, alors que les pays occidentaux, les pays libéraux, voulaient mettre l'accent sur les droits civils et politiques. Donc c'était un compromis pour essayer de contenter les 2 parties. Donc le pacte sur les droits civils et politiques, il est formé, enfin il est en 1900, il est négocié en 1966 et il est ratifié en 1966, comme l'autre d'ailleurs. Voilà, il est entré en vigueur en 1976. Enfin, il est signé en 1966 et entré en vigueur en 1976. Il a été ratifié par 172 États aujourd'hui. C'est le texte de l'ONU, je pense, qui fait l'objet de plus de ratifications, mais c'est à vérifier. Puis il y a 2 protocoles qui le complètent. Il y a un protocole qui a été fait en 1966 qui crée un comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis, donc c'est un instrument de contrôle, j'y reviendrai après. Et un protocole adopté en 1989 sur l'adoption de la peine de mort, qui est entré en vigueur en 91. C'est un protocole qui a été ratifié par la France, mais qui a dû pour ça abolir la peine de mort. Donc il a fait un peu tard. Parce que c'est la peine de mort en matière civile et militaire, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Mais ça, je ne reviendrai pas. De l'autre côté, on a le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui lui réunit 169 États, qui est entré en vigueur en 1976 également. Il porte sur les droits, ce qu'on appelle les droits créances, c'est-à-dire sur des droits et libertés qui vont exiger de la part des autorités une obligation d'agir et pas une obligation d'abstention, ce que je disais tout à l'heure. Et je reviendrai également sur le mécanisme de contrôle. Ouais, le problème d'avoir séparé ça, c'est que on a tendance du coup à faire primer les droits libéraux en fait sur les droits économiques et sociaux, alors qu'en réalité il y a un des principes de loi internationale des droits de l'homme qui va de pair en fait avec l'universalité, c'est le fait que les droits de l'homme en principe sont indivisibles. Or, si vous divisez entre les droits économiques, sociaux et les droits politiques, ça met à mal ce principe d'indivisibilité. À côté de ces conventions qui sont, donc vous l'aurez compris, qui touchent un peu à tout, on a des conventions qui sont dites sectorielles. Il y a 2 types de conventions sectorielles. Il y a des conventions qui sont consacrées à des questions spécifiques et des conventions qui protègent certaines catégories de personnes. Donc, pour ce qui touche aux conventions qui touchent à des questions spécifiques, il y en a 2 principales. C'est la Convention pour la prévention et la répression du génocide, qui a été adoptée en 1948, juste avant la DUDH, enfin la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour une raison simple, c'était que on sortait de la Seconde Guerre mondiale et c'était vraiment la grande priorité, et qu'on voulait donner en fait des armes juridiques à la Cour internationale de justice. La deuxième convention, c'est la Convention contre la torture pour le traitement inhumain et dégradant, qui a été adoptée en 84, qui réunit 162 États, qui ne met pas, je crois, les États-Unis. Oui, les États-Unis ont. Ouais, si, pardon, en fait. En fait, elle a été adoptée, mais il y a un certain nombre d'États qui ont émis des réserves. Donc, des réserves pour un traité, ça veut dire que vous acceptez en fait de ratifier le traité, vous dites que le traité s'applique, mais que certaines dispositions ne s'appliquent pas en fait dans le traité. Vous prenez pas le tout. Vous mettez ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'Union européenne, ce qu'on appelle des opt-out, c'est-à-dire que vous dites ça ne s'applique pas.
Les États-Unis, du coup, l'ont fait parce qu'ils voulaient garder l'application de la peine de mort. Les Émirats arabes unis ont émis une réserve par rapport aux peines corporelles pour dire que les peines corporelles, ça constitue pas des tortures. Ce qui est un peu particulier en réalité. C'est un peu paradoxal si vous y pensez de ratifier ce genre de traité pour les vider complètement de leur sens. De l'autre côté, on a des conventions qui protègent certaines catégories de personnes. Donc là, il y a deux catégories, principalement deux conventions. Il y a la convention sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes, qui est adoptée en 1979 et qui est entrée en vigueur en 1981 et qui réunit 189 États, donc beaucoup. C'est également, si c'est un des traités les plus ratifiés, mais c'est également un des traités où il y a plus de réserves en réalité. Ceux qui ont, je crois pas qu'il y ait d'État qui n'ait pas fait de réserve, donc ça prouve qu'il n'y a pas un seul État qui soit, comment dire, transparent là-dessus. Et en réalité, lorsqu'on s'intéresse au contenu de ces réserves, on remarque que la plupart d'entre elles, elles ont été formulées particulièrement à propos de droits dans le mariage et de la succession, et notamment par des pays arabo-musulmans. Mais il y a un certain nombre de réserves un certain nombre d'États qui ont émis des réserves au départ et qui les ont progressivement retirées. Récemment, il y a eu le Maroc et l'Algérie qui ont réformé leurs droits de la famille et qui ont retiré leurs réserves. Donc c'est plutôt bien. De l'autre côté, il y a la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui protège aussi une catégorie d'individus, qui est ratifiée par 196 États, donc qui est la convention, je pense, la plus ratifiée, qui promeut un certain nombre de droits de l'enfant, qui s'accompagne de 3 protocoles. Il y en a un sur l'implication des enfants dans les conflits armés, un sur la prohibition de la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et un troisième protocole qui prévoit la possibilité de soumettre à un comité des plaintes d'enfants en rapport à des infractions qui ont lien avec les enfants. Il y a un État qui n'a pas ratifié la Convention sur les droits des enfants. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Peut-être. Non. C'est les États-Unis, du coup. Non, c'est les États-Unis, voilà. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Enfin, ils l'ont signée, mais ils ne l'ont pas ratifiée. Donc, ça veut dire qu'elle ne sert à rien, en fait, dans leur ordre juridique. Ils ne l'ont pas ratifiée parce que c'est un des derniers États qui prévoit la peine de mort pour les mineurs, en fait, dans ce beau pays. Voilà. Mais donc, pour faire une petite conclusion là-dessus, ce qu'on voit avec le droit international des droits de l'homme, et qu'on plus particulièrement avec avec la déclaration, c'est qu'il y a toujours une prétention en fait à l'universalité. L'universalité, ça ne veut pas forcément dire que tous les pays vont être signataires, mais c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier d'une définition un peu aristotélicienne, si on veut, c'est-à-dire que ce qui est universel, c'est ce qui est valable en tout temps, en tout lieu. En fait, on considère que les droits qu'on accorde maintenant, ils ont vocation à toujours s'appliquer pour tout le monde. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que malgré ça, il y a eu un phénomène de régionalisme, c'est-à-dire de proclamation de droits à l'échelle régionale. Et on peut penser du coup que ça remet en cause la vocation universelle, puisqu'on va forcément avoir des variations selon les régions. Mais pour une grande partie des professeurs de droit, en réalité, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est plus une poursuite qu'une exception en réalité. Déjà parce que les systèmes qui se sont mis en place souvent dans le siège, se sont souvent mis en place dans le siège des textes adaptés au niveau universel. Notamment, il y en a certains qui ont cité même un certain nombre qui ont cité la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis il y a aussi l'idée d'une certaine complémentarité en fait. L'idée de complémentarité, elle se manifeste par le fait que les systèmes régionaux vont mettre en place des mécanismes de protection qui vont être plus aboutis que ceux présents au niveau universel. Et ça, c'est perceptible à travers l'existence de cours régionales des droits de l'homme, donc de véritables juridictions. Il y en a 3, il y a la Cour européenne, la Cour interaméricaine et la Cour africaine.
Donc ce modèle en fait régional, ça a permis une protection juridictionnelle et donc une protection beaucoup plus importante et beaucoup plus effective surtout. Mais même si on a une complémentarité et même si on a substantiellement un certain nombre de droits, un espèce de socle commun de droits, il va souvent y avoir l'affirmation d'une sorte d'identité qui est due à de nombreux facteurs sociaux et culturels. Je ne vais pas avoir le temps de parler des différents systèmes, donc je vais me limiter au système européen parce que c'est celui qui nous concerne le plus, ensuite parce que c'est le plus ancien aussi. Voilà. Donc, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place deux systèmes qui cohabitent. Le Conseil de l'Europe, qui est une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des représentants d'États qui vont statuer au nom de leur État. Je dirais la France, l'Allemagne, que sais-je. Et c'est ce qu'on appelle la Grande Europe, parce qu'il y a 47 membres. Et le Conseil a des domaines de compétences assez variés, mais qui touchent principalement les droits de l'homme et la démocratie. Et à côté de ça, on a l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une union politico-économique, plutôt économico-politique en réalité, et qui comporte que 27 États membres. Ce n'est pas un sous-ensemble du Conseil de l'Europe, c'est juste deux choses qui sont créées distinctement. Il y a eu un développement du droit de l'homme dans l'Union européenne, mais c'est trop complexe pour que j'ai le temps de l'expliquer là. Donc on va juste s'occuper du Conseil de l'Europe, puisqu'en réalité c'est le grand système de droits de l'homme de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui est fondée le 5 mai 1949 par le Statut de Londres, donc c'est un traité, le Statut de Londres. C'est une organisation qui au départ réunit 10 États, et aujourd'hui il y a 47 États membres. C'est l'organisation européenne qui est la plus large et la plus vaste en termes de composition, parce qu'il y a, ça va de la France, la Suède, à la Turquie et à la Russie. Et dans le cadre de cette organisation, donc je le disais, l'objectif assigné, c'est la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme. Donc ces valeurs, c'est ce qui constitue la raison d'être en réalité du Conseil de l'Europe. Et ces valeurs, du coup, elles vont être interprétées de façon assez souple, en fait. Notamment, le Conseil de l'Europe a fait le choix, après la chute du mur de Berlin, d'intégrer directement tous les États qui n'étaient pas encore du tout des démocraties pour favoriser leur transition démocratique. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place une commission qu'on appelle la Commission de Venise, qui avait pour vocation de favoriser justement la transition constitutionnelle de ces États. Ce qui explique qu'on a d'ailleurs beaucoup de similitudes entre les constitutions des États de l'Est qui étaient des anciens États satellites. Du coup, dans le cadre de cette organisation, on a adopté une convention qui a été adoptée à Rome en 1950. C'est la convention, je vais dire le nom complet, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'on appelle la Convention EDH, la CEDH, parce que ça s'abrège en Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est vraiment l'instrument le plus important en Europe. Ça intègre une série de droits et libertés. Pour en citer quelques-unes, il y a le droit à la vie, qui est protégé par l'article 2, il y a l'interdiction de la torture, qui est protégée par l'article 3, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, qui est protégée par l'article 4, le droit à la liberté et à la sûreté, donc, à l'article 5, le droit à un procès équitable à l'article 6, je ne vais pas tous les citer, etc. Et au fil du temps, il y a eu des protocoles additionnels. Donc les protocoles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on ajoute au traité sans modifier le texte lui-même, mais c'est pas la même valeur que le traité. Donc ces protocoles additionnels, il y a le premier qui touche au respect de la propriété, l'interdiction des emprisonnements pour dette, la liberté de circulation, etc. Et ensuite, on va avoir des protocoles plus substantiels sur lesquels je reviendrai plus tard, procéduraux sur lesquels je reviendrai plus tard. Il y a d'autres conventions qui ont été adoptées dans le cadre du Conseil de l'Europe, mais je n'ai pas vraiment le temps d'y revenir. Voilà, donc on va passer sur les modes de contrôle.
les modes de contrôle, il faut savoir qu'il y a un principe qui les régit, c'est le principe de subsidiarité. C'est un principe directeur de la mise en œuvre du droit international et des droits de l'homme, c'est-à-dire c'est le principe qui gouverne toute la matière. C'est-à-dire que c'est qu'en cas de défaillance que des autorités nationales que le droit international, que les juridictions internationales vont intervenir. Ce principe de subsidiarité, on va notamment le voir concrétisé dans une règle qui s'appelle la règle internationale d'épuisement des voies de recours internes. C'est-à-dire qu'on va toujours laisser la possibilité à l'État de se rattraper, comment dire, si on a si l'État, pardon, voilà, l'administration, par exemple, a un comportement qui viole un certain nombre de droits, on va toujours laisser la possibilité à l'État de rétablir de rétablir le droit par ses propres juges avant d'aller devant une juridiction internationale. Donc, il y a plusieurs types de mécanismes en droit international et droits de l'homme. Une fois qu'on a passé ce côté-là, il y a un certain nombre de mécanismes universels. Le premier que j'expliquerai pas vraiment parce qu'il est un peu fastidieux. Au niveau des Nations Unies, en fait, c'est un mécanisme qui est non contraignant, qui vise à inciter les États à montrer par une série de rapports comment ils respectent ou non les droits, en faisant intervenir des ONG, des institutions internationales, etc. Donc, ça s'appelle l'examen périodique universel, mais c'est un peu complexe. Dans le même ordre d'idée, il y a ce qu'on appelle des rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux, ils vont se saisir de questions précises et puis ils vont enquêter pour voir s'il y a eu violation ou pas, en fait, pour le compte de l'ONU. Pour prendre un exemple récent, en 2018, il y a eu le journaliste saoudien, je ne sais pas comment ça se prononce, Jamal Khashoggi, qui a été assassiné dans un consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Et puis son corps a été sorti, découpé en morceaux de l'ambassade, donc c'est un peu complètement glauque. Et bien là, l'ONU a mandaté en fait une rapporteure spéciale, en l'occurrence c'est une française, une franco-américaine qui s'appelle Agnès Callamard, et qui a ensuite essayé d'enquêter sur cette affaire. En réalité, ce genre de pratique, ça aboutit pas à des condamnations pénales, ça aboutit un peu à rien même, on pourrait dire, mais ça permet au moins de mettre en lumière la responsabilité des États et puis des gens qui sont à la tête de l'État. Enfin, par exemple, il y avait elle a donné une interview à France Inter récemment, Agnès Callamard, dans laquelle elle disait que quand elle parlait à des représentants saoudiens, maintenant, quand ils allaient n'importe où, on leur parlait de cette affaire. Ça a au moins permis ça, que eux se sentent coupables, c'est déjà pas mal. Dans le cadre de l'ONU, il y a aussi des mécanismes, qu'on dit des mécanismes quasi-juridictionnels. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qui ne sont pas composés de juges, mais d'experts. Le comité le plus important, c'est le comité des droits de l'homme, qui est mis en place en 1977 et qui est en charge de veiller à l'application du pacte international sur les droits civils et politiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le cadre des conventions de l'ONU, la compétence des comités est toujours facultative. En fait. Donc on peut avoir ratifié une convention et ne pas avoir reconnu la compétence du comité. C'est-à-dire que les affaires qui seront présentées au comité, selon les diverses procédures, elles ne pourront jamais concerner un État qui n'a pas reconnu la compétence, en réalité. Il y a d'autres comités que celui-là. Il y a le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. En fait, chaque comité va veiller au respect d'une convention qui a été prise. Les comités ils sont composés en général de 10 à 20 experts. Ça varie en fait selon les comités. Alors, ces experts, c'est qui en fait, c'est les États qui proposent des candidats. Et ensuite, il y a un vote avec les États membres du comité qui décident si oui ou non ils acceptent la candidature. Alors, juste 3 points sur les experts. D'une part, il faut qu'ils soient nationaux, enfin, qu'ils soient membres qu'ils soient les nationaux d'un État parti. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'ils doivent être, là je cite ce qui est présent dans tous les traités, des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Alors, des personnalités de haute moralité, ça va un peu tout et rien dire, mais
Ce qui veut dire en général que ça va souvent être des magistrats, en France des membres du Conseil d'État, des professeurs de droit, des membres d'ONG protectrices des droits de l'homme, etc. La troisième condition, c'est la composition de chaque comité. Elle doit refléter une répartition géographique équitable et la représentation des diverses formes de civilisation, ainsi que des principaux systèmes juridiques. Bon, là encore, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens un peu partout dans le monde, qu'il n'y ait pas que des Américains et des Européens. Si pour certains comités, il y a aussi des spécificités. Par exemple, pour le comité pour l'élimination des discriminations hommes-femmes, il faut qu'il y ait une parité d'hommes et de femmes, ça c'est logique. Pour le comité qui protège la convention sur la personne handicapée, il faut qu'il y ait la participation d'experts souffrant d'un handicap, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les experts ils vont avoir les mêmes garanties que des juges, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont révocables et surtout, ils participent aux organes dans leur nom propre. En fait, ils ne représentent pas les États qui les ont proposés. C'est important de dire ça parce que dans un certain nombre de cas, on va avoir des journaux ou des hommes politiques qui vont avoir tendance à aller chercher un peu la nationalité des experts pour dire ah regardez on a un expert je sais pas d'un pays qui est pas très respectueux des droits de l'homme et du coup la décision elle vaut pas alors qu'il ne représente pas du tout l'État donc ça n'a aucun sens. En réalité c'est pas parce que vous venez d'un État qui est répressif que individuellement vous n'avez pas une certaine volonté de protéger les droits de l'homme, c'est même plus de raisons en fait de vous indigner et de les combattre. Et à contrario, c'est pas parce que vous venez d'un État qu'on classe dans les démocraties libérales que vous les défendez. Vous pouvez pas du tout vouloir la liberté, vous pouvez vouloir la sécurité et l'autorité à tout prix. Vous pouvez même être à la tête du pays des droits de l'homme et le vouloir. Rien de contradictoire. Alors ces comités, qu'est-ce qu'ils font? Ils exercent trois types de contrôle. Il y a un premier système qui est dit le système de monitoring. C'est un système où les États produisent des rapports pour montrer en quoi leurs droits respectent ou non le droit qui est présent dans les conventions. Ensuite, on a un système qu'on appelle le système de réclamation interétatique, c'est-à-dire que c'est un État qui va dire un autre État viole les droits protégés par la Convention. Il va déposer une réclamation et les experts vont examiner. En réalité, ce système, il a jamais été vraiment utilisé. Il n'a jamais été utilisé du tout, même. Mais c'est pas parce qu'on vit dans un monde parfait, hein, c'est parce que les États ont peur que s'ils fassent une déclaration contre un État, après cet État se mette à faire d'autres réclamations contre lui, et que ce soit avec toujours plus de réclamations, ce qui était un peu en fait le but au départ, c'était que les États se tirent eux-mêmes vers le haut, mais du coup, la raison d'État prévaut. Du coup, il n'y a pas de réclamation interétatique. Donc le troisième système qui est plus intéressant, c'est le système des communications individuelles. C'est-à-dire que les individus vont se plaindre de la violation des droits et libertés garantis par la Convention en cause de la part de l'État partie. Les comités examinent et s'ils rendent des jugements déclaratoires, et ils vont rendre des jugements déclaratoires sans effet contraignant, mais avec un effet de stigmatisation en fait pour l'État irrespectueux. Bonne soirée. Voilà. Donc pour la réclamation individuelle, il faut plusieurs conditions. Le fait que l'État qu'on veut poursuivre ait reconnu la compétence du comité, le fait qu'on allègue d'une violation d'un droit protégé par un instrument onusien, et le fait que ça puisse être imputable à l'État en question. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui allègue une violation soit placée au moment du fait illicite sous la juridiction de l'État défendeur. Le lien de juridiction, c'est-à-dire qu'il existe un lien juridique entre l'individu victime et l'État défendeur. Ce lien il peut être territorial, donc vous pouvez être, si vous avez une réclamation contre la France parce que vous êtes en France, ou il peut être personnel, donc c'est-à-dire que vous jugez que la France a violé vos droits alors que vous étiez à l'étranger. Je vais prendre un exemple de décision qui a fait un peu polémique en France. C'est une affaire qui s'appelle l'affaire Baby Lou.
C'est une affaire où il y avait une crèche privée associative qui s'appelait Babylou, du coup, et qui était une crèche qui se disait militante au projet éducatif et laïque. Et dans ce cadre-là, le règlement intérieur imposait au personnel une obligation de neutralité, c'est-à-dire une obligation de ne pas montrer de signes religieux. Et cette obligation-là, elle se traduisait par l'interdiction du port de signes d'appartenance religieuse dans le règlement intérieur. Et cette crèche, en fait, a licencié pour faute grave une éducatrice spécialisée qui, à son retour de congé parental, s'était présentée voilée sur son lieu de travail. Du coup, il y avait eu une procédure sur le caractère abusif du licenciement, dont la nullité avait été demandée du coup par la dame. Et dans cette affaire, il y a eu une décision d'assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 juin 2014 qui donne raison en fait à la Cour d'appel d'avoir admis que l'association ait pu restreindre par son règlement intérieur la liberté pour les salariés de manifester leur religion. Et elle a dit que le licenciement de l'intéressé était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur, de s'abstenir de porter son voile, et par les subordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Donc la requérante, la dame du coup qui a été licenciée, a présenté une communication devant le comité des droits de l'homme de l'ONU en juin 2015 en affirmant que l'État français avait violé les droits des articles 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc l'article 18, c'est l'article qui protège la liberté de conscience et de religion. Et l'article 26, c'est l'article qui protège l'égalité et qui prohibe la discrimination. Donc elle fait une réclamation sur le fondement de ces deux articles. Et le comité examine. Donc comme c'est déjà allé devant la Cour de cassation, les voies de recours internes ont déjà été épuisées, donc c'est bon. Et le comité dit que l'interdiction faite à l'éducatrice de la crèche de porter son foulard sur le travail, c'est une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de manifester. Il détermine si la restriction peut être considérée comme nécessaire à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Il rappelle, donc ça veut dire que l'on a le droit de faire des restrictions à la liberté religieuse. Il rappelle que les restrictions doivent être en rapport direct avec l'objectif spécifique qui les inspire et proportionnel à celui-ci. Il considère en fait que la France n'a pas justifié suffisamment sa position, selon laquelle, je cite, le port du foulard par une éducatrice de la crèche porterait atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant. Il en conclut en fait que l'obligation pour l'éducatrice de retirer son voile sur son lieu de travail et en plus son licenciement pour faute grave, c'est une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Et il considère qu'en plus il y a une discrimination par rapport à l'article 26, il considère qu'il y a une discrimination qui est basée sur le genre et la religion. Ça, c'est des constatations qui ont vraiment fait polémique en France. C'est pour ça que j'avais choisi en réalité, parce que ça met en lumière deux choses. Déjà, ça montre quelque chose qu'on a du mal à voir en France, c'est que ce qu'on appelle la laïcité, c'est pas ce que le reste du monde en fait appelle la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a deux conceptions de la laïcité. Il y a la conception assez traditionnelle, enfin celle qui est un peu dans le reste du monde, c'est ce qu'on appelle la laïcité-neutralité. C'est l'idée que l'État ne doit faire aucune différence entre les religions, quelles qu'elles soient, peu importe l'ancienneté, le nombre de pratiquants, etc. Donc en fait, on doit juste pas porter atteinte à la liberté religieuse des individus et leur permettre d'exercer librement leur culte. Et la conception qui est plus proche de la conception française, c'est ce qu'on appelle parfois la laïcité de défense. C'est-à-dire que le rôle de l'État ici, c'est de faire respecter la loi et l'ordre public, mais aussi de respecter certaines valeurs républicaines jugées fondamentales. Cette deuxième conception, en fait, elle est assez spécifique à la France, c'est pour ça que le comité l'a condamnée, et c'est ce qui a posé problème, en fait. La deuxième chose que ça illustre, ces constatations, c'est la relative faiblesse, en fait, de ces systèmes de comités. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en fait, une fois que l'affaire arrive devant les experts, la procédure, elle va être contradictoire. En fait, on est comme face à une juridiction.
C'est-à-dire que les experts se saisissent du dossier, ils regardent si les faits présentés, il y a une contradiction avec le droit présent dans la Convention. Donc substantiellement, ils font exactement ce que fait un juge en fait. La différence entre les organes juridictionnels et les organes quasi-juridictionnels, c'est que les constatations ne sont pas pourvues de l'autorité de la chose jugée, qui est propre aux juridictions. Mais en fait, la première réaction des politiciens et politiciennes, ça a été de dire ce ne sont pas des juges. La France n'a pas été condamnée par des juridictions, il ne faut pas en tenir compte. Voilà. Ce qui, somme toute, n'est pas faux en soi, mais c'est un peu. Comment dire, c'est un peu contradictoire si on y pense, de dire que les États, de penser que les États sont décidés à négocier des conventions, à mettre en place des comités, à nommer des experts, etc. Et puis pour dire après, dès qu'il y a une décision qui ne va pas dans leur sens, que ça sert à rien en fait. Je dis pas qu'il faut absolument se plier à la décision, je dis juste que c'est peut-être une décision qui aurait pu au moins ouvrir le débat sur sur la laïcité plutôt que de s'enfermer dans la conception qu'on a de plus en plus restrictive, on va dire. Ce qu'on comprend aussi, c'est que les droits de l'homme, chacun peut les interpréter aussi un peu comme il les arrange, ou parfois simplement selon sa culture, en fait. Et on voit aussi que dans certains domaines un peu sensibles, l'État va avoir du mal à reconnaître qu'on le juge, dans le sens large du terme. Au-delà de ce contrôle donc un peu limité, on l'a vu par ses effets, il y a un contrôle juridictionnel, qui est un contrôle qui est plus intéressant, parce que c'est un contrôle qui est vraiment contraignant. Au niveau des systèmes juridictionnels, il y en a trois. Il y a un système européen, il y a un système interaméricain et un système africain. On va parler que du système européen aujourd'hui, encore une fois parce qu'il nous touche directement. Voilà. Donc là, il y a une Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour, elle est composée de 47 juges qui sont nommés pour 9 ans. Il y en a donc 47 juges, c'est un par étape. Ils sont nommés pour 9 ans et ils doivent également jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice des hautes fonctions judiciaires ou être des juristes possédant une compétence notoire en vertu de l'article 21 de la CEDH. Je ne rentre pas dans le détail de la procédure de nomination des juges. En général, en France, on propose des conseillers d'État ou des conseillers à la Cour de cassation. En fait, ce qu'on cherche à éviter par ce genre de nomination, c'est éviter la politisation des candidats, dont se suivrait une grande politisation de la jurisprudence de la Cour. C'est ce qui a été un peu craint en fait, quand ils ont ouvert le Conseil de l'Europe après la chute du mur de Berlin. Ils ont eu peur qu'il y ait un certain nombre d'États qui ne soient pas des États libéraux, qui nomment des juges, que ces juges-là soient moins libéraux, etc. Donc, ils ont pris un certain nombre de garanties. En France, en général, du coup, il n'y a pas de problème. Simplement, par exemple, en 2011, Nicolas Sarkozy avait proposé une liste de candidats, dont l'un des membres était un parlementaire qui, en fait, n'avait rien à faire à un poste de juge, je ne citerai pas. Et la liste, du coup, a été refusée, ce qui est très, très rare en réalité, parce qu'on considérait que ces qualités étaient insuffisantes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les juges chefs de façon permanente, il aurait interdit d'exercer une activité qui est incompatible avec leur devoir d'indépendance et d'impartialité. Il y a plusieurs formations selon le degré d'importance de l'affaire. Globalement, la plupart des affaires sont rendues par une chambre de 47 juges, par une chambre de 7 juges. Justement, il n'y a quasiment jamais de jugement à 47, parce que c'est très compliqué d'avoir 47 juges. Déjà, matériellement, c'est difficile. Et puis ensuite, pour prendre une décision, c'est pas très pratique, quoi. Il y a plusieurs spécificités à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est aussi pour ça qu'on étudie elle et pas une des autres juridictions. C'est que la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est obligatoire. C'est-à-dire que les 47 États membres du Conseil de l'Europe ont reconnu la compétence de la Cour. C'était pas obligatoire au départ, et c'est pas le cas, par exemple, du système américain ou du système africain.
Eux, ils ont ce qu'on appelle une dualité, en fait. Il y a d'un côté une commission et de l'autre la cour, en fait. Et du coup, les personnes vont présenter leur réclamation d'abord à la commission, et c'est la commission qui va dire si oui ou non ça va devant la cour. Donc ça limite pas mal quand même. Parce que la commission souvent est composée de personnes qui représentent l'État, donc on peut avoir des raisons politiques en fait de pas amener une affaire devant la cour à juger. C'est ce qui s'est passé notamment au début après la création de la Cour africaine. Il y a eu un certain nombre de requêtes qui n'ont pas été envoyées devant la Cour, ce qui expliquait qu'elle a mis assez longtemps en fait à rendre sa première décision. Mais là ça va. Vraiment. Donc sa compétence est obligatoire depuis 1998 et le protocole 11 à la Convention européenne des droits de l'homme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui est sous la juridiction d'un État partie, c'est-à-dire qui est sur son territoire ou qui est un national, ou qui va avoir à l'étranger des problèmes avec des nationaux représentants de l'État, peut saisir la CEDH. La notion de juridiction, c'est important ici, parce que c'est ce qui va déterminer si vous pouvez ou non saisir la Cour. Et du coup, la Cour, elle a interprété extrêmement largement la notion de juridiction pour pouvoir protéger un maximum d'individus. Je vais donner un exemple, ça va être plus clair. Il y a deux arrêts, des arrêts Al-Jeddah contre Royaume-Uni. Al-Jeddah s'écrit A-L espace J-E-2-D-A et Al-Skeni, A-L plus loin S-K-E-I-N-I et autres contre Royaume-Uni en 2011. Et la question, c'était un rapport avec la guerre en Irak. Pour le résumer, on a les États-Unis et le Royaume-Uni qui étaient allés militairement en Irak et qui avaient ensuite fait avaliser cette occupation par l'ONU. Or, pendant qu'ils occupaient les territoires irakiens, il y a plusieurs civils qui vont faire l'objet de détentions illégales. Il y a certains des détenus qui vont subir des sévices et il y a plusieurs décès de civils. Et la Cour a dit que les individus ici étaient sous la juridiction britannique, donc que l'affaire était irrecevable. Une autre affaire qui est intéressante à suivre, c'est à propos de la haute mer. On a souvent l'idée que la haute mer, c'est un espèce de vide juridique. Dans les films, parfois, il y a des gens qui partent en bateau en haute mer pour tuer d'autres gens, comme si d'un coup, il n'y avait plus de droit, on pouvait faire ce qu'on veut. Là, il y a eu une décision. Donc, en l'espèce, il y avait des embarcations de migrants qui fuyaient la Libye en 2009 et qui ont été interceptés par les autorités italiennes en haute mer, qui les ont reconduits en Libye. Le problème, c'est qu'en principe, un État n'est pas autorisé à envoyer des individus vers un État où ils risquent de subir des mauvais traitements ou d'y mourir. Mais là, les autorités italiennes disaient on les a pas renvoyés, en fait, puisqu'ils ne sont jamais venus en Italie. Ce qui n'était pas faux, ils n'étaient jamais matériellement arrivés sur le territoire, même maritime italien. Donc en fait, la Cour ici, elle a étendu sa juridiction pour empêcher ce genre de pratique et elle a dit que même en haute mer, c'était sous la juridiction italienne. Donc ensuite, la Cour, une fois qu'on a établi qu'on est sous la juridiction de la Cour a deux compétences. Deux compétences, deux compétences contentieuses. Voilà. Ça va être soit des requêtes étatiques, c'est-à-dire que c'est un État qui va attaquer un autre État, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne marche pas ce genre de système. Il y a eu 4 requêtes étatiques dans l'histoire, devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont notamment, pour donner le genre d'affaire que ça peut être, c'était une affaire Irlande contre le Royaume-Uni, c'était pendant la guerre civile religieuse, c'était pour des questions de torture. Donc il faut quand même qu'il y ait un contexte de violation assez massive des droits pour que les États se décident à poursuivre un autre État. Et puis surtout, ils étaient en guerre, donc ils n'avaient pas vraiment la crainte d'avoir d'autres poursuites de la part de l'État qui était attaqué. L'autre compétence, qui est la compétence plus intéressante pour nous, c'est le recours individuel. Le recours individuel, c'est ce qui fait le succès de la Cour. Donc, je l'ai dit, en 1998, ils ont mis en place un recours direct.
Et pour donner des chiffres de à quel point ça change les choses de ne plus avoir de commission, la Cour a été créée en 1959 et entre 1998, donc date de la création du recours direct, entre 1998 et 2012, la Cour a rendu 95% de ses arrêts. Donc il y a vraiment eu un espèce de boom, même si depuis il y a eu des mesures pour réduire. Sachant qu'une fois que les arrêts sont jugés recevables, la Cour constate des vieux, enfin ça c'est depuis 1959, la Cour constate une violation de la part de l'État dans 84% des cas. Donc c'est vraiment très protecteur. Je vais rentrer un peu dans le détail maintenant et je vais présenter la manière dont la Cour a développé un certain nombre d'outils juridiques qui n'étaient pas prévus au départ pour faire évoluer les législations nationales dans un sens qu'elles jugent plus libéral. En fait, les membres de la Cour ont voulu que le mécanisme ne soit pas simplement un énième mécanisme déclaratif de droit, comme l'était la DUDH, mais au contraire qu'il y ait une utilité effective. En fait. La formule célèbre, c'est celle qui est donnée dans un arrêt Herré contre Irlande. Herré s'écrit A-I-R-E-Y, contre Irlande, dans laquelle la Cour dit « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. » Voilà. Cette volonté d'effectivité, c'est une des grandes particularités du contrôle européen aussi. Et on va voir comment ils font ça en pratique. Donc un des premiers points, c'est que la Cour a développé des notions autonomes. Une notion autonome, c'est une définition particulière d'une notion. C'est-à-dire que la définition, on sera la seule à la donner, enfin la Cour sera la seule à la définir comme ça. C'est en quelque sorte l'affirmation d'une spécificité en réalité de l'ordre juridique européen. La Cour ne va pas se sentir liée par la définition que fait tel ou tel État d'une notion. C'est utile parce que en réalité, la protection européenne des droits fondamentaux, elle suppose que le champ d'application matériel en fait, des droits protégés ne dépendent pas de la seule volonté des États membres. Sinon, ce serait facile d'échapper au contrôle de la Cour. Je vais prendre un exemple après. Je sais que ça peut paraître un peu théorique là. Et donc c'est utile pour étendre le champ matériel d'application et c'est aussi utile en fait au titre de l'uniformité parce que la Cour doit, il y a plusieurs traditions juridiques en Europe et chaque État va définir certaines notions différemment et la Cour doit juger pour tous ces États-là et donc pour qu'il y ait une uniformité en fait entre les définitions, entre les notions, elle va être obligée de donner sa propre définition en prenant en compte en fait toutes les définitions différentes. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'article 6 de la Convention, c'est un article qui prévoit le droit à un procès équitable. Donc, c'est-à-dire d'être le principe du contradictoire, etc. Et ce droit au procès équitable, il va jouer particulièrement en matière pénale. Or, la question, c'est comment on définit la matière pénale, du coup. Et là, on ne peut pas se contenter de se référer aux catégories des États. Parce que sinon, le risque, c'est qu'un État dise simplement ça, c'est de la matière civile, et du coup, il échappe à tout risque. Parce qu'il n'y a rien qui empêche formellement un État de dire le meurtre, c'est de la matière civile. Ça n'a aucun sens, mais il peut le faire. Donc, la Cour va être obligée de définir à sa manière la matière pénale. Donc, elle va le faire. Et donc, pour la Cour, la matière pénale, c'est d'abord, il faut qu'il y ait une accusation. Et là, même le terme accusation, elle va le définir de manière autonome. C'est-à-dire qu'elle va dire qu'elle entend le sens accusation au sens matériel et non au sens formel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être cité à comparaître devant une cour d'assises pour que ce soit une accusation. Dans l'arrêt, un arrêt Deweer, D-E-W-E-E-R, je ne sais pas comment ça se prononce, contre Belgique, elle définit l'accusation comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale. Donc en fait, c'est extrêmement large. Par exemple, dans cette affaire, c'était une lettre adressée par le procureur du roi de Belgique au requérant qui avisait ce dernier de la fermeture de son commerce en le sommant de verser une somme d'argent à titre de transaction pour ne pas être poursuivi pénalement. Et ça, ils ont considéré que c'était une accusation en matière pénale, alors que formellement, dans le droit belge, ce n'est pas une accusation pénale du tout, ça.
Donc, cette définition, elle va permettre, enfin, c'est la première partie, mais définir largement les termes, ça permet de faire entrer un maximum de choses dans le champ d'application et donc d'élargir la compétence de la Cour et de protéger un maximum les droits. Le deuxième critère, donc il faut une accusation, il faut que l'accusation elle soit pénale. En ce qui concerne, donc on a une autre notion autonome qui est la notion pénale, c'est-à-dire que on va avoir trois critères en fait pour définir la matière pénale, trois critères qui sont définis dans un arrêt Engel et autres contre Pays-Bas. Elle dit qu'il faut prendre en compte la qualification en droit interne. La qualification en droit interne, en fait, on la prend en compte surtout quand le droit interne qualifie la matière de pénale, parce que ça permet de ne pas avoir à aller chercher une définition autonome. Si l'État dit ça, c'est de la matière pénale, on n'a pas besoin d'aller plus loin, parce que le but, là, je répète, mais c'est au maximum de dire que cette chose, enfin que telle ou telle pratique ou que tel ou tel texte est de la matière pénale. Donc on regarde la qualification en droit interne, on regarde également la nature de l'infraction. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. On regarde on peut regarder beaucoup de choses pour voir la nature de l'infraction. On peut regarder est-ce que la règle juridique a une fonction répressive ou est-ce que au contraire c'est dissuasif. On peut regarder est-ce que la règle vise à protéger des intérêts généraux, des intérêts que généralement dans les autres sociétés on protège par le droit pénal. On peut regarder si la manière dont des procédures comparables sont qualifiées dans les autres États membres. Voilà. Et le troisième critère, c'est la référence à la peine maximale prévue par la loi applicable. C'est-à-dire que vous pouvez que s'il y a des peines privatives de liberté, par exemple, ou s'il y a des peines d'amende extrêmement fortes, et que ça va être considéré comme une matière pénale par la Cour européenne des droits de l'homme, même si l'État considère que c'est quelque chose d'administratif, par exemple. Donc voilà. Donc ce que je voulais montrer à travers la question de la qualification autonome, c'est comment, pour faire entrer un maximum de choses dans le champ d'application d'un article, ils définissent de manière élargie la matière pénale, pardon, en définissant de manière élargie infraction et en définissant de manière élargie pénale pour avoir beaucoup de choses du coup qui rentrent dans cette définition de matière pénale. Mais en réalité, ils font pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est pas des définitions qui sortent de leur chapeau, quoi. C'est en général issu de la comparaison. En fait, ils regardent ce qui est qualifié de pénal dans les différents ordres juridiques, et ensuite ils vont faire une espèce de méta-concept de ce qui est le pénal en Europe. Donc, à côté de cette technique des définitions autonomes, il y a ce qu'on appelle la technique des obligations positives. Au départ, la Convention en fait, a essentiellement pour objet de prémunir les individus contre les ingérences des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs droits. Donc, elle a ce qu'on appelle un effet vertical. Elle joue entre les individus, entre les États et les individus placés sous leur juridiction. Et elle engendre pour les États des obligations négatives de ne pas violer les dispositions de la Constitution. Par exemple, l'État, sous peine de violer l'article 8, ne peut s'ingérer dans la vie privée et familiale des individus. Sous peine de violer l'article 3, il ne peut pas infliger des traitements inhumains ou dégradants. Donc ça veut dire qu'il a juste entre guillemets à ne rien faire. En fait. C'est pas plus compliqué quelque part. Donc c'est une obligation d'abstention, la première obligation, une obligation de non-ingérence. Mais à côté de cette obligation négative, la Cour a mis à jour l'existence d'obligations positives en fait, à la charge des États. C'est-à-dire que les États ne peuvent se contenter de s'abstenir de s'ingérer dans les droits des particuliers. Ils doivent encore en assurer la protection effective en adoptant des mesures positives. En fait, cette notion d'obligation positive a été mise en œuvre pour la première fois dans un arrêt Herré contre Irlande de 1979. En l'espèce, en fait, la Cour a jugé que le droit effectif à un procès équitable
énoncé à l'article 6 de la Convention suppose que l'État organise un système d'assistance judiciaire gratuite, notamment lorsque l'accès au tribunal exige la représentation d'un avocat. Alors que ce n'était pas prévu en fait l'article devait juste obliger juste l'État à ne pas empêcher les individus de jouir ce droit. Elle a rajouté, elle a dit on ne peut pas avoir un procès équitable si l'État ne garantit pas que les individus aient une représentation, aient un avocat digne de ce nom, etc. Or, dans l'affaire, en fait, la requérante n'avait pas pu, faute de ressources, engager utilement une procédure de séparation des corps. Donc, la Cour a considéré que l'Irlande avait manqué à son obligation positive et avait violé l'article 6 du droit à un procès équitable. En fait, la théorie des obligations politiques, du coup, elle permet d'exiger de l'État des prestations positives, de garantir l'exercice effectif des droits. En conséquence, c'est possible de condamner un État du fait de sa carence, en fait, de la carence de sa législation ou de la défaillance dans la mise en œuvre de sa législation. Ce qui peut être aussi problématique pour certains parce que du coup, ça oblige l'État à adopter c'est des juges qui vont être des personnes non élues qui vont obliger l'État, donc le Parlement qui est censé représenter d'élus, à adopter un certain nombre de dispositions législatives, etc. Un autre exemple, c'est un cas au Royaume-Uni, c'est une personne transsexuelle qui était passée du sexe masculin au sexe féminin et qui avait subi une transformation chirurgicale. Sauf qu'en fait, elle ne pouvait pas faire reconnaître juridiquement son changement de sexe, notamment en obtenant un numéro de sécurité sociale. Et à cause de ça, elle a subi des discriminations à son travail. Elle s'est abstenue de contracter un prêt ou de déposer une plainte parce qu'elle avait peur de subir de nouvelles discriminations. Ces discriminations étaient dues au fait qu'elle était devenue une femme et que sur ses documents administratifs, il y avait écrit qu'elle était toujours un homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme est venue a déduit en fait du droit au respect de sa vie privée qu'il existe une obligation pour l'État de reconnaître juridiquement le changement de sexe des transsexuels ayant réalisé leur conversion sexuelle. C'est l'arrêt Goodwin contre le Royaume-Uni en 2002. Ensuite, par exemple, autre obligation positive, dans un arrêt Van Kuck, VAN plus loin CUCK, en 2003, elle a considéré l'obligation de rembourser les frais d'une opération de conversion sexuelle. L'État, c'est l'État qui doit fournir cette prestation-là sous réserve de certaines conditions. Donc voilà pour les obligations positives. Ensuite, il y a autre chose qui s'approche en fait des obligations positives, c'est ce qu'on appelle les obligations par ricochet. La technique des obligations par ricochet, c'est une technique qui va permettre d'étendre en fait la protection de certains droits à des situations qui n'étaient pas prévues en fait par les textes. C'est la CEDH qui a inventé cette technique, mais ça s'appelle pas, enfin, elle ne parle pas elle de protection par ricochet. C'est les profs de droit qui ont inventé cette formule. En fait, le juge va pouvoir combler un certain nombre de lacunes du texte en utilisant certains droits explicitement cités pour en dégager de nouveaux. L'arrêt de principe, c'est l'arrêt Söring contre le Royaume-Uni de 1989. Monsieur Söring, c'est un ressortissant allemand qui vivait au Royaume-Uni et il était menacé d'être extradé aux États-Unis pour un meurtre qu'il aurait commis là-bas. Donc il y a une procédure d'extradition, etc. Et lui, il a posé un recours devant la CEDH au motif que si cette extradition était réalisée, ça violerait son droit à ne pas être soumis à des tortures ou traitements inhumains et dégradants. Pourquoi les droits inhumains ou dégradants et pas le droit à la vie parce qu'il risquait la peine de mort. En fait, il met en avant le fait que les individus condamnés à mort aux États-Unis passent des années, voire plusieurs décennies, en fait, dans les couloirs de la mort. Et cette situation de longue attente, de stress, etc., elle est problématique en fait parce que ça a créé ce qu'on appelle le syndrome du couloir de la mort. C'est un espèce de stress intense où des gens sont enfermés pendant des années sans aucun espoir en fait de rien. Du coup, en Europe, on considère que c'est un traitement immunodégradant et en fait, ici, la Cour européenne va considérer que ce syndrome des couloirs de la mort,
c'est une forme de traitement inhumain. Donc, extrader l'individu vers un état où il pourrait subir cette attente, ce syndrome, ce serait une violation en fait de l'article 3. Donc, le Royaume-Uni ne peut pas l'extrader. En fait, il n'y a rien en soi dans la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche d'extrader quelqu'un vers un pays où il subirait ce genre de situation. Mais si on veut si on veut protéger complètement un droit, en fait, c'est obligé de considérer qu'une telle extradition, elle nécessite in fine elle va entraîner in fine, pardon, que la personne soit soumise à ce genre de traitement. Donc, ce serait pas cohérent en réalité s'ils avaient permis ce genre d'extradition. Et ça, c'est le premier arrêt qui va mettre en place cette technique, donc la protection par ricochet. Je fais juste un point sur cette technique, sur le droit des étrangers. Enfin, c'est pas vraiment le droit des étrangers, mais sur les conditions dans lesquelles on peut ou non envoyer des étrangers vers leur pays d'origine, parce qu'on entend souvent dans les médias que la Cour européenne des droits de l'homme empêcherait la France de renvoyer des migrants, etc. Donc, je vais vous montrer ce que concrètement, en fait, ils empêchent. Voilà, donc c'est toujours sur le syndrome de l'article 3, pardon. Le syndrome de l'article 3, le cas de l'article 3, pardon. Donc, on ne peut pas, en fait, renvoyer déjà quelqu'un vers un pays où il risque de subir ce genre de traitement. On ne peut pas, par exemple, ce que je viens d'expliquer, en fait. Il y a aussi un plan de la jurisprudence en fait, qui est développé, pas sur le risque de traitement, de torture, etc., mais sur le risque pour des étrangers malades, en fait, de renvoyer des personnes qui étaient malades. L'idée, c'est que l'État ne peut pas en fait, renvoyer un individu vers un État où il ne pourrait pas être soigné de sa maladie. Ici, on vise des maladies très lourdes, ça va être des gens qui sont en cancer en phase terminale, des séropositifs, etc. La jurisprudence en fait, a été assez mobile dans la matière. Le premier arrêt, c'est en 1997. C'est le premier cas dans lequel la jurisprudence s'est opposée en fait, à ce qu'une personne qui soit lourdement malade soit renvoyée vers son pays d'origine, parce qu'on savait en fait que c'était une condamnation à mort, parce que la personne n'aurait pas pu être soignée. Et cette jurisprudence a été très très critiquée par les États qui ont dit qu'ils ne pourraient plus jamais renvoyer personne, etc. Voilà. Donc la Cour est revenue un peu la rétropédaler dans un arrêt de 2008. Ils ont renvoyé, en fait, ils ont permis que le Royaume-Uni renvoie vers l'Ouganda une personne qui était mourante, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'on ne pourra ne pas renvoyer une personne que s'il y a un seuil de gravité exceptionnel pour refuser l'éloignement. Donc, c'est vraiment dans des cas extrêmement, extrêmement rares. Mais c'était pour être conciliant avec les États qui avaient peur d'accueillir ces migrants. Du coup, à la suite de cet arrêt, les requérants en fait, n'arrivaient jamais en fait, à démontrer ce seuil parce que donc ils étaient toujours déboutés, donc concrètement envoyaient constamment des personnes vers des États où ils étaient sûrs de mourir. Donc la Cour a réabaissé un petit peu les standards dans un arrêt Paposhvili, Paposhvili, contre Belgique en 2016. C'était un Géorgien qui était malade et qui en fait est décédé au cours de la procédure. Mais la Cour a rendu l'arrêt quand même. Elle se serait opposée en fait à son renvoi en considérant qu'un tel éloignement aurait réduit significativement son espérance de vie ou ça aurait abouti à des souffrances intenses dues à l'absence de soins. Donc la CEDH a abaissé. Maintenant, il n'y a plus besoin du seuil de gravité exceptionnel. Il faut que la personne, si elle est renvoyée, ça réduit significativement son espérance de vie ou qu'il subisse des souffrances intenses. Donc c'est quand même pas très très fréquent, si vous voulez. Et quand on entend souvent
que la France ne peut renvoyer personne à cause de la CEDH, etc. Je crois que c'est Marine Le Pen qui avait dit qu'il fallait faire un opt-out ou je sais pas quoi, un truc complètement délirant. Voilà. Une dernière technique, c'est pas vraiment une technique, c'est plus une pratique par laquelle la Cour a étendu sa compétence, c'est ce qu'on appelle l'interprétation évolutive des textes. Un texte juridique, on peut l'interpréter de plusieurs manières, de manière littérale par exemple. De manière littérale, ça veut dire que vous collez au texte ce qu'il dit, vous essayez de déterminer vraiment ce qui est dit dans le texte en collant en mots, quoi. Interprétation téléologique, ça veut dire que vous allez chercher la finalité du texte, ou encore une interprétation évolutive, c'est-à-dire que vous allez prendre un texte qui date d'un certain temps et puis vous allez essayer d'adapter aux conditions actuelles. Et en fait, très tôt, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une interprétation évolutive ou une interprétation dynamique, parce que évidemment, un texte qui a été adopté dans les années 50, il pouvait pas il pouvait pas prévoir en fait un certain nombre de questions, notamment sur les nouvelles technologies, sur les enjeux environnementaux, sur les nouvelles techniques de contrôle de la population, sur les droits des LGBTQI, etc. Donc, dans la mesure où la société évolue, les droits de l'homme doivent s'adapter en fait. Et donc ça, c'est le sens de l'interprétation dynamique. C'est la formule qui le résume le mieux, c'est l'arrêt Tyrer contre Royaume-Uni en 1978. La Cour a affirmé que la Convention, c'est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles. Donc elle a vraiment consacré cette technique d'interprétation. Cette lecture, ça lui permet d'adapter en fait le texte aux enjeux et évolutions de la société, aux conditions de vie actuelles, mais aussi ça lui permet d'adapter en fait constamment sa jurisprudence. Je prends un exemple. Par exemple, l'article 8 protège le droit à la vie privée. Et sur le fondement de ce droit à la vie privée, elle a développé un concept qui s'appelle le concept de droit à l'autonomie personnelle. Et sur ce concept d'autonomie personnelle, elle a développé une jurisprudence sur la liberté sexuelle, en fait. Donc, qui s'inclut en fait dans le droit à la vie privée, mais qui n'était pas du tout pensé au moment du texte, ils n'avaient pas pensé à ça dans le droit à la vie privée. Et donc, grâce à ce concept, le droit au respect, elle a pu, par exemple, condamner elle a pu condamner le Royaume-Uni et l'Irlande parce qu'ils avaient une législation qui pénalisait en fait les rapports homosexuels. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que dans notre société actuelle, c'était plus possible d'avoir une pénalisation et que tout le monde devait pouvoir choisir librement en fait son orientation sexuelle parce que ça relevait de sa vie privée. Donc ça, c'est une interprétation qui n'allait pas de soi au départ, mais qui a permis d'arrêter une pratique, et c'est en 1981. C'est assez tardif, c'est l'arrêt de John contre Irlande. Et pareillement, après, elle a pris un arrêt en 1999, elle a dit sur le même fondement que c'était plus possible de révoquer de l'armée une personne parce qu'elle était homosexuelle. Donc ça, c'est un arrêt Smith et Grady contre Royaume-Uni. Parce que, toujours pareil, hein, parce que on peut être dans l'armée et dans sa vie privée oui, pareil, une autre affaire Salgueiro da Silva Muta contre Portugal en 1999. Elle a dit que dans l'espèce, c'était l'autorité parentale après un divorce avait été accordée à la mère parce que le requérant était homosexuel en fait, et l'arrêt en fait avait été
c'était justifié juste là-dessus en disant que comme l'homme était homosexuel, il ne devait pas avoir la garde de l'enfant. La Cour là a dit que c'était, enfin, elle a constaté qu'il y avait une violation, que c'était discriminatoire et que c'était attentatoire à la vie privée et à la vie familiale. Bon, voilà pour les techniques un peu qu'a utilisé la Cour pour augmenter son champ d'action. Donc on va bientôt conclure ce cours. J'ai juste présenté avant ça une affaire en fait qui montre la complexité du droit international, du droit de l'homme, et l'influence que ça peut avoir parfois sur le droit interne et sur des situations personnelles. C'est l'affaire Vincent Lambert. Donc je fais un petit rappel de l'état du droit avant l'affaire. Dans le droit européen, il y a l'arrêt de 2002 Preti contre le Royaume-Uni qui valide en fait la législation britannique qui empêche une femme de recourir au suicide assisté. Donc ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme n'interdit pas en fait les États d'autoriser le suicide assisté, mais il ne les oblige pas en fait à l'autoriser. Donc les États sont complètement libres là-dedans, parce qu'il y a ce qu'on appelle la marge nationale d'appréciation. C'est-à-dire que en fait, comme il n'y a pas la Cour en fait compare les différentes législations sur le sujet en Europe, et elle constate qu'il n'y a aucune, il n'y a pas d'uniformité, genre chaque État fait un peu ce qu'il veut. Donc, comme il n'y a pas d'uniformité, elle ne va pas elle-même décréter c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, elle dit chaque État fait comme il veut. Donc, en France, la législation, elle date de 2000, je crois, 2005. Enfin, en fait, il y a plusieurs formes d'euthanasie en France. Il y a l'euthanasie qu'on dit active, qui est interdite. Et puis, l'euthanasie passive, qui a été plus ou moins autorisée. En fait, l'euthanasie passive, c'est-à-dire qu'on laisse une personne mourir, mais on ne lui injecte pas quelque chose pour qu'il meure. Il y avait une première affaire, ça s'appelait l'affaire Humbert, H-U-M-B-E-R-T. C'était un homme qui était devenu aveugle, muet, tétraplégique. Et la législation française lui permettait pas de se donner la mort. Donc, il a demandé, il a fait une lettre au président de la République, etc., pour mourir. Et il n'a pas pu. Et donc, c'est sa mère qui lui a administré une dose de poison qui l'a plongé dans le coma. Et le médecin lui a administré une dose létale. Donc, il a fini par mourir. Et la mère et le médecin, en fait, ont été condamnés pour meurtre. Ils ont été relaxés. Mais il y a quand même eu le pouvoir législatif après une loi qui s'appelle la loi Leonetti, en 2005, qui s'appelle la loi relative aux malades en fin de vie. Donc ça, c'était le cadre législatif, en fait, c'est dans lequel ils autorisent en fait à accompagner la mort quelque part. Ils autorisent l'équipe médicale à ne pas poursuivre en fait un traitement qui serait ce qu'ils appellent un acharnement déraisonnable. Et la loi en fait va inciter les gens à prendre également des directives anticipées pour savoir ce qu'ils veulent faire pour éviter les confusions. Bon, du coup, là-dessus, on arrive à l'affaire Vincent Lambert. Donc, pour le fait, rapidement, je pense que tout le monde a déjà entendu parler, mais Vincent Lambert, en 2008, subit un accident de la route. Ça lui provoque un trauma crânien qui le plonge dans un état végétatif. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris de directive anticipée. Bon, là-dessus, les médecins essayent de le soigner un temps, et en 2012, son médecin met en œuvre la procédure collégiale pour déterminer si oui ou non c'est un acharnement déraisonnable. Et donc, si oui ou non, il faut arrêter les traitements. En 2013, donc 5 ans après l'accident déjà, il conclut que oui, il décide d'arrêter l'alimentation superficielle de Vincent Lambert, sauf que en fait, ils n'avaient pas prévenu toute la famille. Donc, à la suite de ça, à la suite de cette décision, on a une espèce de scission dans la famille entre, d'un côté, la femme de Vincent Lambert et d'autres membres de la famille qui veulent l'arrêt des soins, et de l'autre, les parents et je crois un frère ou un cousin, je sais pas plus comment ils sont. Et là-dessus, ça s'entame une espèce de bataille judiciaire dans la famille pour savoir s'il faut arrêter ou non les traitements. Donc en 2013, il y a une première ordonnance d'un tribunal administratif qui ordonne la reprise de l'alimentation parce que toute la famille n'avait pas été prévue. Du coup, ils refont la procédure collégiale pour savoir si c'est un acharnement déraisonnable. Et là, le tribunal administratif demande de ne pas appliquer la nouvelle décision en justifiant que le docteur, donc qui était la personne en charge de Vincent Lambert, à la tête de l'équipe médicale, a apprécié de manière erronée la volonté de Vincent Lambert en estimant qu'il souhaiterait opposer un refus à tout traitement de maintien en vie.
Donc, c'est-à-dire que l'équipe médicale en fait, a consulté en partie la famille et ils se sont dit en fait, qu'est-ce qu'aurait voulu Vincent Lambert s'il avait pris ces directives anticipées. Et ils ont conclu qu'il aurait voulu l'arrêt des soins, ce que contestait la mère et ce qu'a accordé le juge. Bon, donc là, l'épouse saisit le Conseil d'État, donc l'épouse qui voulait l'arrêt des soins, saisit le Conseil d'État. Le Conseil d'État renvoie, parce que c'est une question trop complexe, donc ils font une formation collégiale. Là, il y a une succession d'experts médicaux qui vont déterminer l'état de santé, etc. Et en 2014, le Conseil d'État dit que Vincent Lambert est dans un état végétatif chronique, donc il est possible d'arrêter les traitements. Donc là, en principe, on a fait tous les juges internes, donc c'est fin de l'histoire. Sauf que non, parce que là, on arrive à la CEDH, en fait. Parce que les parents, en fait, ont déposé un recours devant la CEDH. Et la CEDH, le soir même de la décision du Conseil d'État, on fait usage d'un pouvoir dont je n'ai pas encore parlé. C'est le pouvoir de mesure conservatoire, en fait. C'est-à-dire que la Cour peut dire à la France de suspendre en fait l'arrêt de certaines mesures avant qu'elle ait rendu son jugement. Par exemple, ça sert dans les mesures d'expulsion du territoire français. Elle peut dire n'expulsez pas avant que j'ai rendu mon arrêt, parce qu'une fois que vous aurez expulsé, ce sera trop tard. De toute façon. Et là, c'est pareil. Donc, ils disent à l'État français n'arrêtez pas les soins, tant que j'ai pas rendu la décision. Donc en 2015, la Cour estime que si les soins sont arrêtés, il n'y aura pas violation de l'article 2. L'article 2, c'est l'article qui protège le droit à la vie. Et donc là, c'est bon, normalement. La Cour européenne a rendu l'arrêt, il n'y a plus rien qui arrête. Les parents déposent un nouveau recours devant la CEDH en invoquant qu'il y a eu des faits nouveaux pendant l'année, que la CEDH rejette parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de faits nouveaux. Sauf qu'entre-temps, le médecin qui avait initié la procédure a changé de service ou a pris sa retraite, je ne sais plus trop. Mais du coup, il faut réenclencher en fait la procédure collégiale, donc c'est un nouvel acte administratif. Donc ils refont la procédure collégiale pour savoir s'il faut suspendre ou pas. Donc ils considèrent que oui, il faut. Et là, il y a en fait 3 ans de procédure où ça va. Je ne vais pas les refaire parce que ce serait très long, mais ça va devant tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation. Ensuite, ça va devant un tribunal administratif, une nouvelle cour administrative d'appel, ça retourne en Conseil d'État. Et en 2019, le Conseil d'État dit que la décision d'arrêt de soins est légalement justifiée. Donc on retourne devant la Cour européenne des droits de l'homme qui rejette le recours. Donc là, en principe, on a quand même fait 2 fois tout l'ordre juridictionnel français, on est allé 2 fois devant la CEDH, donc normalement c'est la fin. Sauf que non, parce que en fait, les parents ont fait une réclamation devant le Comité international des droits des personnes handicapées, qui est un comité de l'ONU, dont je parlais tout à l'heure. Et là, le comité va lui aussi en fait ordonner des mesures suspensives pour dire à la France de ne pas suspendre le traitement, donc de ne pas arrêter le traitement avant qu'ils aient rendu leur constatation. Et puis là, va se passer ce qu'on disait tout à l'heure. Mais sauf que le problème, c'est une question en fait ici de mort, c'est-à-dire que le gouvernement va dire, va rejeter le fait en fait que les constatations du comité sont juridiquement contraignantes, ce qui est vrai, et du coup ils vont dire qu'ils ne sont pas obligés de s'y tenir. Donc il va y avoir tout un débat là-dessus pour savoir est-ce que les décisions sont obligatoires ou pas. Elles ne le sont pas. Et donc en 2019, on arrive à la fin de l'histoire. Donc il y a quand même 10 ans de procédure. Et puis il y a eu, ce qui est intéressant, c'est surtout tous les renvois en fait entre les juridictions nationales et les différentes juridictions internationales et les différentes possibilités de recours en fait une fois devant la CEDH et une fois devant un comité international. Donc, à quel point ça peut vraiment ralentir les procédures et les complexifier. Voilà, donc bon, à la fin, Vincent Lambert est mort. Donc, j'ai fait terminer. Je vais juste faire deux dernières remarques.
le fait qu'aujourd'hui il y a un recul en fait du droit, enfin des droits de l'homme et particulièrement des systèmes de protection des droits de l'homme qui sont dus à deux choses. Il y a déjà des États qui refusent en fait de mettre en application les arrêts. Par exemple, le Royaume-Uni a été condamné dans un arrêt qui s'appelle l'arrêt Hirst, pardon, qui l'obligeait enfin, je vais faire les choses dans l'ordre. En fait, le Royaume-Uni empêche les détenus, mais tout type de détenus dans les prisons d'exercer leur droit de vote. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que dans certains cas, on a le droit de restreindre en fait le droit de vote de détenus qui ont commis certaines catégories de crimes, mais d'empêcher ça à tous les détenus, c'est complètement attentatoire. Et le Royaume-Uni a fait savoir qu'il n'exécuterait pas qui continuerait à ne pas exercer ça, à ne pas respecter ce droit et à ne pas faire voter tout le détenu. La Russie, c'est pareil. La Russie, maintenant, ils sont toujours condamnés, mais ils ne tiennent absolument plus aucun compte en réalité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et ils le font savoir. Mais les juges continuent à faire les procédures, etc. Il y a toujours les plaintes, mais le gouvernement n'en prend plus aucun compte. Donc ça, c'est des oppositions un peu ouvertes, mais il y a des oppositions plus comment dire, plus pragmatiques, plus enfin, qui ne sont pas cachées. Euh, Par exemple, en France, la France a très souvent été condamnée, principalement ces dernières années, pour les violences dans les manifestations. Il y a toute la communauté internationale, toutes les instances internationales de protection des droits de l'homme qui montrent à quel point à quel point l'arsenal répressif dans les manifestations est répressif, enfin répressif, oui, viole un certain nombre de droits et la France ne dit jamais, on s'oppose, mais enfin, on ne l'appliquera pas, mais en réalité, ils ne prennent aucune mesure pour arrêter ça, voire, si vous regardez un peu l'actualité, ils vont le renforcer, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée.